Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce programme de Regard Croisé. Bienvenue dans le quatrième numéro de cette semaine. 4 sujets à encore aborder. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord du Soudan. L'armée suspend les négociations et sort l'artillerie lourde. Au Burkina, pas d'élection sans sécurité selon le Premier ministre. Sénégal, Ousmane Sonko prend 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Et notre sujet sur le Togo, la délation, le mensonge et le dénigrement gangrènent l'opposition, selon Maître Tchassona Traoré. Pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Fioklou Adanglenou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à ma chère co-débatteur, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV et tous ceux qui nous regardent dans le monde. Et juste à côté de vous, Donatien Ouesso, vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir aux co-débatteurs ici, bonsoir aux auditeurs, auditrices. Non, bon, je suis habitué auditeurs, auditrices. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Également à nos internautes. Oui, bien sûr, et je saisis l'occasion pour saluer et féliciter tous ceux qui travaillent à l'ARCEP avec leur intervention suite souvent aux dérives des 2 réseaux de télécommunications Move et Togocel. J'encourage l'ARCEP de continuer sur cette lancée. Merci beaucoup Donatien Ouesso. Notre troisième invité aujourd'hui, fidèle pour les jeudis, Robert Kosiga-Akouté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert. Bonsoir Doc, bonsoir au plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je voudrais attirer l'attention du ministre du Tourisme pour qu'il puisse aider un grand promoteur d'hôtellerie à Enfoin qui a investi beaucoup de sous pour la construction d'un grand complexe hôtelier, mais malheureusement, à un lot près, on vient d'installer une morgue. C'est-à-dire que c'est inconcevable que nos touristes puissent se reposer dans un hôtel et qu'à côté, il y a le malheur. Que le préfet, le maire puissent vraiment appeler les 2 opérateurs économiques pour qu'au moins un consensus puisse être trouvé pour que la mort puisse être déplacée de l'autre côté. Parce que, vous savez, le gouvernement demande aux investisseurs togolais de pouvoir développer nos milieux, surtout nos milieux ruraux. Et donc, si des gens prennent comme ça des sous pour aller investir, permettre à ce que quand les gens de la diaspora, même les fils et filles de ce milieu veulent faire des activités pour qu'ils trouvent alors une place où ils peuvent alors l'organiser et qu'à côté il y a une morgue qui vient d'être installée. Je pense que le maire a beaucoup à jouer, le préfet des Lacs peut dire encore son mot et chapeauté par le ministre du Tourisme pour qu'un terrain d'entente soit trouvé entre les 2 opérateurs économiques, que la morgue soit déplacée pour que les milliards investis puissent être mis en valeur à Enfoin. Merci. Merci beaucoup Robert Kosiga. Nous espérons que le message est compris et que la meilleure solution sera donc trouvée. Nous attaquons notre premier sujet, direction donc le Soudan. L'armée suspend sa participation aux négociations et sort l'artillerie lourde. L'armée a repris les bombardements et les raids aériens après avoir suspendu sa participation aux négociations en cours à Jeddah en Arabie Saoudite. Elle accuse les paramilitaires de n'avoir pas respecté les clauses de la trêve d'une semaine. Les paramilitaires de leur côté justifient la reprise des hostilités par un besoin de se défendre face aux attaques des militaires. Un nouvel accord de prolongation de la trêve de 5 jours, une trêve humanitaire donc, vole en éclats au Soudan. Alors, quel regard portez-vous à nouveau sur cette situation? On avait négocié une trêve d'une semaine qui a semblé être généralement respectée, mais jusqu'à la fin, une prolongation de 5 jours vole en éclats parce que les uns et les autres n'ont pas su respecter les clauses de cet accord. Fioklo Agdambeloun. Oui, nous savons qu'au Soudan, la guerre entre les 2 généraux a commencé le 15 avril, faisant beaucoup de morts et de dégâts matériels, ainsi que des déplacés. Suite à un accord initié par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, il y a eu cette rencontre de Jeddah. Et dans cet accord, il est bien dit que les forces, la milice du général Dagalo devait quitter l'enceinte des hôpitaux et les résidences privées et même des fois certaines églises. Mais malheureusement, après quelques jours, l'esprit de cet accord n'est pas mis à exécution. C'est pourquoi le chef de l'armée soudanaise a demandé à ses négociateurs de suspendre leur participation pour que ce dernier puisse prendre conscience
et de mettre cet accord à exécution. Mais compte tenu de ce constat, les États-Unis et l'Arabie saoudite poursuivent toujours les négociations pour que l'esprit de cet accord soit restauré et pour que la trêve puisse continuer. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'au niveau du général Daglo, ou Emeti, comme on l'appelle, on n'a pas respecté les clauses qu'on avait soi-même signées, ou bien que ses envoyés ont signées pour obtenir cette trêve-là, et que finalement les clauses ne sont pas respectées? Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Selon moi, leurs campements, leurs quartiers généraux et autres là sont souvent bombardés par voie aérienne et par canon. Ce qui veut dire que quand ils vont rester dans les hôpitaux, quand tu tires sur un hôpital, c'est un crime. Oui. Donc c'est pour se protéger qu'ils ont occupé les domiciles privés et l'enceinte des hôpitaux. C'est d'après moi. Et donc les civils servent finalement de protection pour les paramilitaires. Voilà. Ils servent de bouclier et de parade contre les bombardements. Et donc, en demandant aussi d'un autre côté à ce qu'ils libèrent, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça peut-être une envie de reprendre les hostilités quand ils vont libérer les hôpitaux? Parce qu'on sait que là, on n'aura plus de problème à les bombarder. Le problème aujourd'hui, c'est que les forces armées soudanaises ont la suprématie aérienne. Ils utilisent des bombardements aériens qui touchent directement les campements. Et ce que nous avons au Soudan, c'est au sud et au nord. Mais là où les batailles même font rage, c'est dans le Darfour. Où les anciens miliciens du président déchu El-Béchir sont du côté du général Bourhan. Ce qui veut dire que la population dans tout ce milieu dispose des armes. Donc, le gouverneur a d'ailleurs appelé les civils à s'armer tout récemment. Si on ne sait pas faire, cette guerre entre les deux généraux deviendra une guerre civile. Alors que depuis près de 4 ans, le Soudan est toujours en guerre et divisé. L'économie est à terre. L'accord qu'ils ont signé avec Béchir, après la chute de Béchir, qui avait un civil comme chef du gouvernement, a volé en éclat suite à l'entente des deux généraux qui l'ont déposé. Et la population sait aujourd'hui que le malheur du peuple soudanais, c'est les deux généraux. Ce n'est plus El-Béchir. Ok, d'accord. Donatien Ouesso, on était d'accord pour une trêve humanitaire d'1 semaine. Finalement, les choses ont semblé bien avancées. On a voulu la prolonger. Mais d'un autre côté, on se rend compte que certains n'ont pas respecté les clauses de l'accord. Les militaires disent si c'est comme ça, nous reprenons les hostilités et les raids ont repris. Quel regard portez-vous sur cette situation? D'abord, j'aimerais commencer mon analyse en disant que il est facile de débuter une guerre, mais très difficile de la clôturer ou de la finir. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est que les belligérants puissent comprendre que ce sont les populations qui sont en train de souffrir. Et ici, je vois que les deux sont rusés. Les deux camps sont rusés. L'un se cache derrière, je vais dire, la population, c'est-à-dire prend la population comme bouclier humain pour pouvoir se cacher, et l'autre cherche à l'enlever de là pour pouvoir l'attaquer. Donc je vais dire que c'est une stratégie que les paramilitaires ont compris et n'ont plus voulu y céder. Donc raison pour laquelle les attaques ont toujours continué, et l'armée aussi a compris qu'ils ont compris. Je vais le dire, c'est-à-dire les deux qui voulaient se tromper. Le jeu n'est pas passé. Voilà, l'armée a compris que les paramilitaires ont compris leur jeu. Donc, la guerre ne pourra que continuer son bon nombre de chemins. Et le Soudan, bien sûr, qui fait partie des pays très pauvres en Afrique, avec toujours... Bien avant même cette crise. Bien avant cette crise, au moment de El-Béchir. Je pense que c'était une histoire de pain. Oui. C'était une histoire de pain qui a fait tomber El-Béchir à l'augmentation du prix du pain. Si on va devoir continuer toujours à tirer, alors que la population peine à avoir de l'eau, à boire, à avoir de quoi à se mettre sous la dent, alors là, il faut que les deux généraux comprennent. Et je me dis, la communauté internationale, comment est-ce qu'ils arrivent à concilier les deux bords? Est-ce que quelqu'un n'est pas, certaines personnes ne sont pas derrière cette crise, des gens ne profitent pas? Les armes qui sont utilisées, qui sont ceux qui leur fournissent là,
pourquoi ne pas les appeler si c'est une... Ce n'est pas maintenant qu'ils sont armés. Les paramilitaires disposent d'armes comme un corps légalement constitué au Soudan, les militaires également. Donc chacun a l'essentiel pour faire la guerre en tout cas. Voilà, donc c'est ici le lieu d'en appeler à la communauté internationale, comme on a l'habitude de le dire, les grands décideurs, de les appeler, surtout l'ONU, parce que je puis dire que le Soudan fait partie de l'ONU, de les appeler pour qu'ils puissent parler. Si c'est un partage de pouvoir, ils doivent faire comme le côté de la Libye aussi est aussi une autre histoire à débattre. Si c'est un partage de pouvoir, qu'ils puissent le faire. Sinon, je pense que cette guerre, on reviendra peut-être l'année prochaine, le 1er juin de l'année prochaine, je ne le souhaite pas, le 1er juin de l'année prochaine, pour débattre encore de cette guerre-là qui continue. On ne le souhaite pas, en tout oui, cas. bien sûr, c'est pas un souhait, mais à l'allure où vont les choses, je ne pense pas que ça pourrait finir de sitôt. Donc, nous en appelons à ce que ceux qui peuvent intervenir dans cette affaire puissent le faire très vite. Sinon, les deux, je pense qu'ils se musclent et ils ne vont pas baisser la garde sitôt. L'armée a compris, comme je l'ai dit, que les paramilitaires aussi ont compris et le jeu ne pourrait que continuer. Donc, nous en appelons pas la trêve, mais à l'arrêt des hostilités. Parce que quand deux éléphants se battent dans une forêt, ce sont les herbes qui en souffrent. Et les herbes, c'est les civils soudanais. Robert Kossigan, quel regard portez-vous sur cette situation? La trêve d'une semaine avait suscité vraiment de l'espoir. On a voulu donc la prolonger, mais finalement, les bombardements ont repris. Oui, c'est très malheureux cette situation parce que l'ONU avait voulu cette trêve ne serait-ce que pour évacuer beaucoup de vivres, évacuer d'abord les civils en situation difficile et puis faire passer le convoi de vivres, ne serait-ce que pour aider alors ceux qui se sont vus leur vie menacée, qui se sont déplacés. Je dis que le Soudan malheureusement revit ces années de guerre. Le Soudan n'est pas une terre de paix parce que si vous fouillez un peu la vie du Soudan, ce n'est que la guerre. Et vous avez vu toute l'atrocité qui a été commise au Darfour et qui est pendante devant la Cour pénale internationale, dont Béchir fait d'abord les frais. Ensuite, si on voit bien dedans, Béchir n'irait pas seul là-bas. Même celui qui dirige Meti doit y aller parce que c'est lui le bras armé de Béchir, c'est lui qui dirigeait alors les milices. Et donc aujourd'hui, cette milice est soutenue par entre guillemets les Arabies Saoudites et puis il y a l'Égypte qui soutient Daglo et tout. C'est une guerre qui a encore beaucoup de chemin devant elle. Vivement que le patriotisme regagne le cœur de ces deux militaires pour qu'ils puissent déposer les armes et que pour une fois le pouvoir soit transmis aux civils pour qu'on voie un peu ce que le civil aussi peut apporter au Soudan. Parce que vous savez, le Soudan, c'est une terre bénie, c'est une terre riche, mais les Soudanais ne profitent pas de la richesse de leur sous-sol. Ensuite, ils n'ont pas l'électricité. Aujourd'hui, ils ont la guerre, ils ont la famine. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'éducation pour les jeunes, il n'y a pas la santé pour tout le monde et tout. Et donc, jusqu'à quand on parle aujourd'hui de développement, quand on parle de technologie, de haute technologie, quand on parle d'avancement de nos pays et que c'est la guerre qui fait peut-être rage au Soudan, c'est un problème pour toute l'Afrique. Et c'est là où moi je critique un peu l'Union africaine qui, ma foi, devrait faire preuve d'une organisation peut-être bien soudée, bien rodée, pour trouver peut-être des solutions pour ce peuple soudanais. Mais malheureusement, vous parlez justement de l'Union africaine. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure aussi d'une transition dirigée par les civils. On sait que ça avait commencé avec Abdallah Hamdok, qui a été déposé finalement suite à l'accord entre les deux généraux qui se battent aujourd'hui. L'Union africaine veut également revenir sur une transition civile. Normalement, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, devait réunir à partir d'hier, mercredi, des émissaires du Soudan, des pays environnants, de l'IGAD, de l'Union européenne, des Nations unies, les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents et quelques membres africains pour discuter sur une feuille de route africaine pour un retour des civils au pouvoir au Soudan pour régler la situation. Pensez-vous que cette solution sera à nouveau efficace? Oui, c'est une solution qui devrait en principe être efficace et mettre fin à la guerre. Mais
malheureusement, nous connaissons un peu le fonctionnement de l'Union africaine. Moi, je dis, c'est une proposition, mais ça aura des difficultés à passer, d'autant plus qu'il y a d'autres qui ont d'autres mains noires qui sont derrière ces deux généraux qui pèsent plus que l'Union africaine, les décisions de l'Union africaine. Vous allez constater que aucun pays africain ne respecte à la lettre les protocoles qu'ils ont signés, les protocoles ou la charte de l'Union africaine dans leur fonctionnement. Et donc aujourd'hui, ce ne sont pas les deux généraux là qui vont peut-être déposer les armes en craignant peut-être les sanctions de l'Union africaine ou peut-être les dispositions qui seront prises par cette dernière. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est le lieu d'appeler alors tous les chefs d'État africains à revoir un peu l'unicité africaine et de travailler à ce que certains béabas puissent être respectés, tels que la démocratie, la justice, l'égalité de tous les hommes devant la justice, la redistribution des biens et tout. Alors, quand l'Afrique va devenir comme peut-être les pays occidentaux où les droits de l'homme sont respectés, où l'alternance au pouvoir est respectée, et tout ce qui va avec la démocratie devienne une réalité en Afrique, je crois que les armes cesseront de crépiter et que nous retrouverons la paix. Merci beaucoup. Fioklo Adangblenu, vous croyez que cette solution proposée par l'Union africaine puisse aboutir positivement pour régler la situation au Soudan? Non, moi je ne pense pas parce que au niveau des deux camps, les généraux comptent sur leur propre force et pensent qu'ils peuvent gagner. Chacun pense à la victoire. Donc, toutes ces négociations seront bien sûr menées, mais qui va accepter de déposer en premier les armes? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que quand on parle de guerre, il y a des munitions. Oui. Si les deux camps disposent de munitions suffisantes, moi je pense que l'arrêt de la guerre... Ce qui voudrait dire que la guerre va continuer jusqu'à ce qu'un camp ne dispose plus de munitions? Oui, jusqu'à l'affaiblissement d'un des deux camps. Et si, comme on le dit, chacun des camps est soutenu par des puissances étrangères, est-ce que ça ne risque pas de durer éternellement, selon votre position? Moi j'ai constaté que depuis un certain temps, l'organe mondial qui résout les problèmes du monde, qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, ne s'intéresse plus à l'Afrique quand il s'agit des guerres. Parce que pourtant, il y a des missions de stabilisation dans les pays africains. Les 5 membres du Conseil de sécurité ont constaté que nous aimons les guerres fratricides en Afrique. Donc, si on se tue, ce n'est plus leur problème. Voilà. Sinon, les États-Unis ont tapé du poing sur la table. L'Arabie Saoudite a tapé du poing sur la table et ont formé un comité pour avoir au moins une trêve d'une semaine. Oui. Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Les pays riverains, moi, à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore appris que les pays riverains fournissent des armes aux deux parties. Oui. Tout en sachant que l'Égypte soutient le général Bourhan et que la Libye, le Qatar et autres soutiennent l'autre partie. C'est ça, mais sur le terrain, c'est que la différence ne se fait pas sentir pour le moment malgré les raids aériens. La différence n'est pas encore Donc pour vous, il y a équilibre de force et donc personne n'en a envie de laisser tomber. Dès le 17 avril, 2 jours après le début de la guerre, il y a des experts qui ont fait une émission qui ont dit que les deux camps, personne ne peut gagner parce que l'équilibre des forces est juste. Il y a l'équilibre des forces. Donc personne ne peut dire et bien prévoir sa victoire. Et c'est peut-être ce qui fait que ces deux camps n'ont pas envie, en tout cas, d'arrêter. Chacun compte sur une possible victoire dans les jours ou semaines à venir. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause. L'armée égyptienne dispose de l'aviation. Voilà, pour des raids aériens. Ok, d'accord. Nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite de cette émission.